tout ce qui s'achetait et se vendait dans le monde. Dans la mesure où on avait fait de l'open data dans le tout premier moment de ces tendances, on avait réussi à récupérer toutes les déclarations douanières du monde entier, avec différents formats, puisque tout n'était pas en ligne, même si maintenant ça l'est quasiment. Et donc on agrégé toute cette masse d'informations, ce qui nous permettait de dire, pour n'importe quel type de produit, quelle était la cartographie des achats et des ventes dans le monde. Donc un outil extrêmement pratique pour les exportateurs, puisqu'il nous disait, voilà, le micro sans fil, qui en achète, qui en vend et qui en produit dans le monde. Et immédiatement, en tapant le numéro de nomenclature douanière, on pouvait reconstituer l'ensemble des flux, des prix, du montant de la négociation d'un container ou de tel et tel volume. Donc vraiment une manière de surveiller en temps réel les flux internationaux, les flux du commerce mondial. Et c'est ça qui m'a amené d'ailleurs, je fais la petite parenthèse, à m'engager en politique, c'est que je développais cette activité dans le monde entier, avec plusieurs filiales, notamment aux États-Unis, puisqu'on avait vendu ces produits au département of commerce américain. Et j'étais surpris, comme vous l'êtes peut-être de temps en temps, de voir à quel point le monde politique était loin à la fois des PME, de l'innovation, et ne comprenait pas forcément les tenants et aboutissants des révolutions qu'il y avait en matière de commerce international. Et donc, sur un coup de tête, alors que je dirigeais mon entreprise, je me suis présenté à des élections en disant ras-le-bol finalement d'avoir des politiques qui ne comprennent pas ces logiques de l'innovation ou du commerce international. Et contre toute attente, en 2008, j'ai été élu maire et dans la foulée député. Et aujourd'hui, je porte beaucoup ces sujets puisque c'est ma raison d'être en politique. Oui, je n'en avais jamais rêvé. Je me suis retrouvé un peu par hasard élu et donc je travaille énormément sur ces sujets-là. Alors, je les travaille pour répondre à votre question à la fois dans mon rôle de maire, vous voyez, où j'ai créé à Neuilly, certains le connaissent, deux initiatives. Une qui s'appelle Neuilly Lab, qui est une plateforme de coworking, en fin de compte, de 400 mètres carrés, qui accueille des créateurs d'entreprises majoritairement dans le domaine du numérique. Et puis une initiative particulière qui s'appelle Neuilly Nouveaux Médias. Et si certains d'entre vous veulent concourir, qui ouvre un appel à projet tous les 6 mois et qui identifie des projets à potentiel dans le domaine des nouveaux médias et les positionne pendant 2 ans dans les grandes entreprises de Neuilly. C'est pour ça qu'il y a comme ça des startups qui sont chez M6, chez Chanel, chez Deloitte, chez Deco, etc., considérant que pour émerger, il était plus efficace d'être dans le cœur d'une grande entreprise et de bénéficier de son écosystème, de sa direction financière, marketing et autres, plutôt que d'être dans un long couloir, dans une pépinière d'entreprise traditionnelle. Et aujourd'hui, Neuilly Nouveaux Médias offre à ceux qui sont sélectionnés ce privilège d'être chez Warner, chez Deco ou chez d'autres pour, pendant 2 ans, jouer au maximum l'effet de levier, le soutien d'une grande entreprise pour leur projet de développement. Voilà, ça c'est sur les actions concrètes. Il y en a d'autres au niveau de la ville, d'une mairie. Alors il y a toute une série, bien entendu, d'actions qui sont menées dans le cadre de la gestion de la ville, vous voyez, pour aussi dématérialiser. Donc on travaille en permanence sur la dématérialisation. Et la dernière décision de dématérialisation que j'ai fait, c'est la lettre du maire, c'est le support municipal. Donc ce qui est extrêmement exigeant parce que vous savez que les maires sont extrêmement jaloux du magazine municipal qui est généralement riche, etc., en pages et en autopromotion. J'ai arrêté ce support municipal pour mettre tout en ligne et tout dématérialiser en accompagnant ça d'un effort aussi de formation, de mise à niveau d'un certain nombre de populations pour qui cette dématérialisation de la formation municipale peut être un sujet à difficulté. Voilà. Et puis dans mon travail de parlementaire, j'interviens beaucoup sur tout ce qui concerne là aussi l'innovation, notamment récemment on a pas mal travaillé sur le crowdfunding en essayant de travailler sur ces plateformes. J'ai relancé dans le cadre de la loi Macron deux amendements. Une pour réintroduire les bourses régionales sur des formes dématérialisées, et ça a été validé, ce qui est rare. Vous savez, un amendement de l'opposition validé par un ministre de l'économie, et donc le ministre de l'économie a validé l'idée on pourra recréer très rapidement des plateformes dématérialisées de cotation en région pour canaliser davantage l'épargne de proximité vers
là aussi des start-up et des entreprises à potentiel. Et puis j'ai ouvert un autre amendement qui a fait un peu parler de lui, vous l'avez peut-être remarqué si vous vous intéressez un peu à l'économie, c'est le crédit interentreprise. Vous savez qu'aujourd'hui, le monopole bancaire, j'ai vu un logo Crédit Agricole, j'espère qu'ils ne sont plus là, mais le monopole bancaire interdit aux entreprises de se prêter de l'argent entre elles. Et donc, j'ai fait passer dans cette loi Macron un amendement qui va autoriser à ce que des entreprises se prêtent de l'argent, notamment sur des maturités inférieures à 2 ans, pour pallier les difficultés de trésorerie que connaissent des entreprises, des jeunes entreprises, dans leur phase de développement ou dans leur phase de croissance. Voilà. Et puis j'ai un troisième univers qui est pour moi un laboratoire qui va être, j'espère, extraordinaire pour soutenir finalement le développement du numérique et de l'innovation, c'est la candidature de la France à une exposition universelle. J'ai lancé cette idée il y a 3-4 ans, avec cette réflexion, vous voyez, de dire en fin de compte tout ce qui reste de l'économie, de la révolution industrielle, tous les points forts de l'économie liés à la révolution industrielle au 19e sont nés dans les grandes expositions universelles. Alors on connaît la Tour Eiffel, le Grand Palais, le Petit Palais, le pont Alexandre III, mais on ne connaît pas la télévision, l'électricité, l'automobile. Tout ça est né dans les grandes expos universelles du 19e siècle. Et considérant qu'il y avait aujourd'hui une nouvelle révolution, pas industrielle, ou certains l'appellent une troisième révolution industrielle ou une révolution numérique, en 2011, j'ai lancé cette idée que la France soit candidat à nouveau dans une exposition universelle pour 2025, mais il faut déposer le dossier dans moins d'un an maintenant. Donc c'est des rythmes qui sont extrêmement longs et compliqués. Et j'ai eu la bonne surprise il y a quelques mois que le président de la République, le Premier ministre et à l'unanimité de l'Assemblée nationale valident la perspective d'une candidature française à une exposition universelle. Et donc la France sera candidate dès 2016 à l'Expo universelle de 2025 dans une forme complètement nouvelle, puisque l'idée, je l'ai présentée la semaine dernière à la Fondation Louis Vuitton, l'idée c'est d'avoir une exposition universelle qui ne construise pas ou très peu de nouveaux pavillons, qui s'adosse à l'existant, aux places, aux monuments, aux parvis, à tout ce qui existe, mais qui utilise justement le numérique pour s'exprimer, en disant pour tel et tel pays du monde, est-ce que c'est encore finalement de l'innovation que de lui dire vous allez construire un pavillon à une expo universelle? Probablement non. La vraie innovation, c'est de leur dire on va vous prêter une gare du Grand Paris, un monument, une école à Saclay ou le parvis de la Défense, et pendant 6 mois, en travaillant sur une forme immatérielle de promotion, d'implication, d'exposition, de partage d'expérience, vous allez montrer ce qu'est votre pays, ce qu'il développe et ce qu'il propose. Et on a travaillé ça avec 400 étudiants de grandes écoles et d'universités françaises pour dire, voilà, si on réussit à donner rendez-vous au monde en 2025, et une expo universelle, c'est entre 50 et 100 millions de visiteurs, sur justement faire de la France un véritable laboratoire d'innovation en matière de valorisation de tous les territoires du monde par le truchement du numérique, on aura là une trajectoire d'innovation extraordinaire. Et on a présenté un business plan la semaine dernière de 3 milliards d'euros, autofinancé, autofinançable, avec les grandes entreprises françaises et les visiteurs. On va présenter toute une série de grands défis qui seront matérialisés dans une plateforme de crowdsourcing qui, on l'espère, ouvrira à des développeurs brillants une perspective de valorisation de leurs innovations. Voilà. Merci énormément. Et c'est très vrai ce que vous avez dit sur l'exposition universelle, parce que le téléphone est né à l'exposition universelle de 1900. Au départ, vous savez pourquoi il a été inventé, le téléphone? Ils ne savaient pas quoi en faire. Ils avaient inventé un système pour transporter du son. Et bien, la première chose qu'ils ont fait, c'était pour écouter l'opéra chez soi. Ils se sont dit, bah, tiens, on va montrer aux gens à l'exposition universelle comment ils peuvent écouter l'opéra directement chez eux. Ça a été un flop. Et après, ça a explosé grâce à la communication de personne à personne. Donc, l'exposition universelle, ça peut être aussi avoir un excellent laboratoire. Merci. Voilà. Jean-Christophe Fondantin, un des rares PDG, un des 3 PDG à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.